ensemble de la technologie au service de l'humain. Que ce soit pour favoriser la diversité, l'inclusion, pour recréer du lien entre les publics et les acteurs du territoire, pour favoriser l'accès au tourisme et à l'offre culturelle et amener plus d'éthique justement dans ces offres, on peut aujourd'hui s'appuyer sur la technologie pour faire bouger les lignes. Et oui, la technologie associée à la créativité peut améliorer la société. On va vous en donner des preuves remarquables avec de nouveaux modèles de tourisme tournés vers l'économie sociale et solidaire. Tout ça avec Lorraine Villain, chargée de projet de médiation au musée du Louvre-Lens, le premier lieu de présentation des collections du Louvre hors Paris, mais aussi précurseur dans l'utilisation de la technologie pour expérimenter de nouvelles offres dédiées au public éloigné géographiquement ou socialement. Bonjour Lorraine. Bonjour. Et puis, j'ai à mes côtés Robin Kerkhoff, ancien cadre financier chez LVMH. Il est devenu entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Fondateur de la plateforme Walter qui propose un tourisme éthique en louant les résidences secondaires sous-occupées pour contribuer à l'achat de logements pour les personnes en situation de grande précarité. Bienvenue Robin. Bonjour, merci. On va commencer par une thématique qui est d'oser créer de nouveaux modèles fondés sur la solidarité et l'inclusion. Lorraine, on va présenter durant cette table ronde 2 projets du musée Louvre-Lens. Le premier pour favoriser l'accès à l'offre culturelle. Depuis 2017, vous offrez grâce au robot Ubi l'accès virtuel au musée à des écoliers éloignés, mais également à des résidents d'EHPAD qui ne peuvent pas se déplacer. Comment ça se passe concrètement, ces visites? Eh bien, concrètement, c'est un robot, comme vous venez de le dire, qui est donc motorisé, qui est piloté à distance. Et donc justement, par une classe. Initialement, c'est vraiment un projet qu'on a mis en place avec des scolaires qui étaient assez éloignés, des classes de Bretagne. Donc qui pilotent à distance le robot, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire bouger ce robot et aller vers les œuvres qui les intéressent. Et là, dans le musée, donc, eh bien, à côté de ce robot, il y a un médiateur qui peut du coup expliquer l'œuvre, donner des informations et permettre justement à des classes, initialement donc des scolaires, découvrir des œuvres. Et on s'est dit que finalement, ce projet, cette expérimentation pour justement des scolaires qui n'ont pas la possibilité de venir facilement au musée, eh bien, on pouvait l'expérimenter aussi avec des publics éloignés, et notamment des publics accueillis en EHPAD, voire aussi en hôpitaux. Donc, on a travaillé avec le centre hospitalier de Lens et avec des EHPAD du territoire. D'accord. Le médiateur, il est bien réel, lui. Il est bien réel. Une vraie personne qui, finalement, lui, va suivre ce robot qui est guidé à distance par les écoliers ou les personnes âgées ou toute personne qui ne peut pas venir se déplacer. Quels sont les retours d'expérience des personnes qui ont utilisé cet outil-là? Très très bon, évidemment. C'était vraiment l'occasion pour ces scolaires, évidemment, de découvrir ce musée, de découvrir les collections du Louvre, d'une façon évidemment originale et surtout active. Il y avait vraiment cette idée de choisir sa visite, en quelque sorte. C'est presque une visite à la carte qui est proposée. Et puis, évidemment, auprès des patients et des personnes des EHPAD, c'était aussi une belle expérience, une façon finalement aussi de se rendre compte que certains avaient énormément de connaissances en histoire de l'art, qu'on avait parfois pas forcément vu parce que les activités ne tournent pas forcément autour de ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment une très très belle expérience et finalement on s'est rendu compte aussi que ça nous avait un peu outillés aussi, ça nous avait un peu habitués à utiliser les nouvelles technologies et avec le confinement où il a fallu justement se réinventer et trouver des stratégies pour visiter le musée autrement ou en tout cas faire profiter de ses collections autrement, on avait déjà expérimenté ce type de visite. Alors pendant le confinement on a plutôt utilisé les tablettes et la connexion internet, donc les personnes pouvaient se connecter et suivre une visite guidée, mais finalement, on avait déjà en quelque sorte un peu travaillé sur cette question du distanciel. D'accord. Et alors aujourd'hui, je crois que les visites, du coup, pour le côté très pratico-pratique, se font le mardi, jour de fermeture du musée. Donc finalement, on continue de proposer des visites à distance pour justement pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour le coup. Et du coup, ils deviennent des visiteurs privilégiés puisque le musée est presque privatisé. Exactement. C'est le jour de fermeture. Alors Robin, tout à l'heure, j'ai dit 2 mots sur Walter en vous présentant, mais je suis sûre que le concept de votre plateforme digitale de tourisme solidaire a beaucoup intrigué nos invités.
Je vous laisse nous faire le pitch en 1 minute de Walter. En quelques mots. Tout d'abord, je voudrais repréciser peut-être une chose, c'est qu'en France, en fait, on est les champions du monde de la résidence secondaire. On a le taux le plus élevé au monde, ce qui est super, on a 3,7 millions. Mais il y a aussi un rapport du Sénat qui nous a montré que la plupart de ces résidences secondaires ne sont que partiellement occupées, en fait. Elles sont occupées 4 semaines par an en moyenne. Donc nous, notre mission chez Walter, c'est de lutter contre cette sous-occupation, justement, en les mettant au service d'une activité touristique engagée et solidaire. On va pouvoir générer des revenus pour soutenir la cause du logement. Donc concrètement, comment ça se passe? Les propriétaires, plutôt que de loger directement, par exemple, une personne victime de violence conjugale dans sa maison en Corse, ce qui n'est pas du tout adapté aux besoins géographiques, durables, etc., ce qu'on va lui proposer, c'est de loger un touriste de confiance. Donc ça va être 1 semaine, 2 semaines par an. On loge un touriste de confiance recommandé, hein, c'est vous, c'est moi, c'est vous qui nous regardez. Et grâce aux revenus générés, on va pouvoir soutenir une association autour du logement. Donc c'est le propriétaire qui va reverser les revenus locatifs à la cause qu'il choisit de soutenir. Alors bien sûr, c'est un procédé qui est défiscalisé, donc le propriétaire il a quand même un intérêt financier au-delà de l'aventure humaine. Et il faut combien de propriétaires solidaires pour parvenir à l'achat d'un? En fait, on a fait une première expérimentation l'été dernier. On s'est rendu compte qu'en final, il faut très peu. L'impact, il est assez fort tout de suite. À peu près 10 propriétaires solidaires qui mettent en location 2 fois par an. Ça génère tout de suite des dons assez importants et ça permet de reloger durablement une personne, quoi. C'est là qu'on voit tout ce potentiel du tourisme solidaire. Alors, un peu plus personnellement, quand on a travaillé des années en tant que responsable financier chez LVMH, comment est-ce qu'on en arrive à prendre le risque de se lancer en tant qu'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire? Et puis pourquoi dans le tourisme? Alors, pourquoi? Je crois que ça sommeillait en moi depuis quelques années. Je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur comment faire les choses, réinventer un peu nos modèles d'hier pour pouvoir construire ce de demain. Il y a eu un déclic en fait, surtout, et je l'associe au film Demain, que j'imagine que vous êtes nombreux à avoir vu, où on parlait. C'est vrai que c'était assez anxiogène la période qu'on vivait. Et le film Demain, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petites solutions à petite échelle ou à grande échelle, mais qu'en fait, il fallait s'y mettre et que chacun avait la possibilité de changer les choses. Et je pense que c'est ça qui m'a donné le courage de franchir le pas et puis de me lancer dans cette aventure que je regrette pas du tout, même si c'est plein de rebondissements et une énergie débordante pour pouvoir courir après les sujets et mettre en place. On a une belle ambition et je regrette pas du tout, quoi. Belle ambition, mais il fallait du courage quand même. Vous avez quitté votre ancien emploi en 2019 et vous avez commencé à travailler sur Walter à la fin du Covid avec une détermination d'entreprendre utile. Un premier test en petit comité avec 7 maisons a été réalisé l'an dernier. Tout à fait. L'idée, c'était de se confronter un petit peu aux freins à la mise en location, comprendre les propriétaires, les voyageurs, l'impact qu'on pouvait avoir aussi avec les associations partenaires. Et là, on est en train de discuter avec un plus grand acteur associatif, couvrir beaucoup de sensibilités associatives pour faire des expérimentations sur plusieurs territoires. Avec l'idée, c'est d'impliquer aussi les territoires dans l'impact qu'ils souhaitent donner. Ce nouveau tourisme aussi raisonné, engagé, puisqu'on va amener des voyageurs solidaires aussi dans ces régions-là. J'imagine que la communication, là aussi, est très importante puisque c'est une initiative totalement nouvelle, inédite. Donc, il faut le faire connaître, il faut donner confiance. Quelles sont les retombées aussi médiatiques, peut-être? Où est-ce qu'on en est sur la communication et l'accueil de ce nouveau concept? Alors, pour le moment, on est en petite expérimentation. Donc, on n'a pas encore ouvert au grand public. Mais ça intéresse beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de sollicitations, de questionnements autour de cette innovation. Je pose la question aussi parce que pour tous ceux qui veulent se lancer dans des initiatives qui sont inédites, qui sont solidaires, qui sortent en tout cas des sentiers battus, on peut avoir de très bonnes idées, une très bonne détermination, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire tout ce chemin à côté en termes de communication, d'aller chercher des personnes qui vont en parler, des médias, etc. Donc tout ce travail-là aussi qui est extrêmement conséquent. Oui, il ne faut pas le négliger, c'est pour ça qu'il faut structurer une équipe et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement pour structurer l'activité. Et oui, il faut communiquer sur ce qu'on fait de positif et toujours avoir cette mission en soi, quoi. Nous, on l'a inscrit dans nos statuts, notre mission, elle est claire et maintenant, il faut communiquer dessus pour qu'elle soit limpide et que ça accompagne le projet, quoi. Et alors, les premiers propriétaires et voyageurs qui ont fait l'expérience l'été dernier, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? C'est avant tout une très belle aventure humaine. Moi, j'y ai participé avec ma famille aussi. On a participé à une location solidaire. Et c'est vrai que les retours sont hyper engageants parce que le voyage, c'est un moment de loisir, mais on se rend compte qu'on peut aussi avoir un impact assez fort sur une cause qui nous tient à cœur. Donc voilà. Et le propriétaire derrière,
y a un équilibre entre, plutôt que ce soit vacant, je loue à un touriste de confiance. Il y a un intérêt un petit peu financier puisqu'on défiscalise le don, mais surtout on sait qu'on va reloger une personne grâce à sa maison de vacances. Donc, oui, et puis finalement ça ne change rien, je veux dire. Pas grand-chose. Voilà, on va louer un logement ou on va louer son logement. C'est la finalité en fait qui est différente. Savoir que c'est pour vraiment une cause très, très utile au service du logement des personnes en situation. En fait, ce qu'on souhaite avec Walter, notre vision, c'est vraiment de repenser la notion d'engagement citoyen. Aujourd'hui, quand on s'engage, on donne du temps en mécénat de compétences, le soir, etc. Ou alors on fait un don, 20 € par mois ou lors d'événements. Demain, notre ambition, c'est de repenser l'engagement et de se dire on peut aussi agir en prêtant, en louant son logement à des touristes de confiance parce qu'on va générer un revenu significatif pour les assos. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce qui est dit par Lorraine et Robin, on y répondra tout à l'heure, on prendra quelques minutes. Alors Lorraine, vous, j'imagine que ça vous parle aussi, la technologie au service de l'inclusion et du soutien à la réinsertion, puisqu'on va parler d'un deuxième projet que vous avez coordonné au musée du Louvre-Lens avec un rôle social tout particulier. Il s'agit de l'exposition participative Intime et moi, que l'on peut d'ailleurs voir jusqu'au 23 mars, donc dépêchez-vous. 27, 27, quelques jours de plus. Donc c'est une exposition qui invite le visiteur à plonger dans une bulle pour questionner la place de l'art dans l'intime, mais la particularité de cette exposition, elle tient également à ceux qui l'ont réalisée. Je vous laisse nous raconter cette action. Oui, donc c'est un projet vraiment inédit et original puisque c'est le projet qu'on a choisi pour fêter nos 10 ans. C'est vraiment l'exposition qui a été inaugurée pour le 10e anniversaire du musée, donc le 3 décembre de l'année dernière. Et ça faisait très longtemps déjà qu'on avait envie de... Finalement, on engage et on implique nos publics sur pas mal de choses, sur pas mal d'activités, sur pas mal d'éléments de programmation, la création d'outils. Là, on avait très envie d'aller plus loin et d'engager des publics sur la conception de A à Z d'une exposition. Et finalement, on a travaillé avec un groupe de jeunes du territoire, donc accompagnés par des structures avec lesquelles on travaille déjà depuis très longtemps. Et ces jeunes, finalement, sont devenus les commissaires d'exposition et ont vraiment créé l'exposition de A à Z. Alors, le thème de l'exposition avait déjà été choisi. On ne pouvait pas partir d'une page blanche, ça aurait été vraiment trop vertigineux, je pense. Donc, le thème de l'intime, comme vous venez de le dire. Et finalement, ils ont cherché, ils se sont questionnés, ils ont évidemment fait beaucoup de séances de réflexion sur ce sujet-là, sur ce thème. Pour justement ensuite trouver des œuvres qui illustrent tous ces mots qui finalement tournent autour de l'intime, du sommeil au cauchemar, en passant par la convivialité, le partage, les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, donc c'était une expérience très riche. On a commencé en octobre 2021. L'exposition a ouvert ses portes là, en décembre. Et voilà, les jeunes ont vraiment appris énormément de choses. Ça, c'était une très, très belle expérience. Donc, un beau tremplin pour eux, en fait, un pied à l'étrier dans ce monde du travail pour aller après ailleurs, avoir plus de compétences, se sentir plus en confiance aussi parce qu'ils ont réalisé un projet. Donc, j'imagine que pour eux, en termes de confiance, c'est assez énorme pour aller après oser aller vers un autre emploi. Qu'est-ce que ça a apporté, du coup, au lieu même, au musée ? Alors, beaucoup de choses, évidemment, puisque eux, comme vous venez de le dire, ils ont appris à travailler ensemble, ils ont appris à travailler sur tout ce qui est texte écrit et support de visite, hein, donc tout ce qu'on produit, finalement, ils se sont vraiment glissés dans la peau des commissaires et ils ont vraiment appris énormément de ce qu'on pourrait appeler les compétences métiers. Mais c'était évidemment quelque chose qui était extrêmement intéressant aussi pour nous, puisque évidemment, ça nous permet de travailler avec un public qui n'est pas forcément évident à fidéliser, à capter, à intéresser. Évidemment, les jeunes de 17 à 25 ans, ce n'est pas le public qu'on trouve le plus facilement dans les musées. Et donc, ça nous a permis évidemment de mieux comprendre aussi cette génération-là, d'essayer aussi de faire une exposition qui leur ressemble. Hein, c'était vraiment l'objectif. Et donc, finalement, aussi de réussir à inclure vraiment l'ensemble des publics dans le projet du musée. Et le visiteur, lui, quel était son retour en sachant que c'était justement ces jeunes? Ce sont des choses qu'on est en train d'évaluer, figurez-vous, parce que c'est pas forcément évident du premier abord. Alors les textes de salle sont suffisamment explicites, je pense, pour comprendre le projet, même sans avoir une visite guidée. Mais justement, c'est des choses qu'on va essayer justement d'évaluer pour voir à quel point justement les publics et les visiteurs
reçoivent ce type de projet. Alors jusqu'à présent, on a eu énormément de retours très très positifs, évidemment, donc ça c'est plutôt encourageant, mais il y a aussi des critiques et on les entendra évidemment, puis peut-être qu'il faudra refaire le projet différemment. Ajuster, exactement. Intéressant toujours d'avoir les retours de ceux qui ont fait l'expérience in fine de ce qui a été réalisé. Je vous propose de parler maintenant de la transformation du tourisme et de ses métiers grâce aux innovations dédiées à l'humain. Robin, je me retourne vers vous. On va prendre un point de vue avec une certaine prise de hauteur, puisque vous avez eu un parcours dans un domaine très différent avant d'entrer dans le tourisme. Et je voulais vous demander, quand un secteur devient un acteur de l'économie sociale et solidaire et se transforme au service de l'éthique et de l'inclusion, qu'est-ce que ça peut changer plus largement ? Alors c'est vrai que moi je suis pas du tout un expert du tourisme, comme vous voulez le dire, mais donc j'aurais ma vision peut-être naïve, mais quand même ce qu'elle est. Je pense que le tourisme, comme tous les secteurs d'activité, de toute façon, on se questionne, on s'interroge sur comment repenser un petit peu nos modèles d'activité et notamment sur l'impact. Dans le tourisme, c'est un merveilleux terrain de jeu parce que c'est des loisirs. C'est là où on est très ouvert d'esprit, on a envie peut-être de tenter des choses, on est là pour prendre du plaisir. Et donc, je pense que c'est super de mettre en avant des innovations comportementales. Et chez Walter, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est sortir un petit peu de ses habitudes pour tenter d'autres choses, une autre aventure. Donc, le tourisme, ça reste un secteur... où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place depuis pas mal d'années et où il y en aura encore davantage dans les années à venir, quoi. Exactement, beaucoup de choses à venir encore. Lorraine, les métiers de la médiation culturelle, si on revient à votre métier, à vous, ces métiers-là, j'imagine qu'ils doivent se transformer aussi avec l'intégration de cet aspect sociétal. On ne fait plus le métier de médiateur culturel comme avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les équipes changent aussi et je pense que c'est normal étant donné qu'évidemment nous on cherche à satisfaire nos publics, on cherche à être au plus près de leurs besoins. Par rapport à l'exposition dont vous venez de parler, eh bien, on se rend compte que le musée c'est un lieu où on peut s'émerveiller, où on peut passer du temps, se cultiver, mais aussi un lieu où finalement on peut acquérir des compétences métiers, on peut développer une connaissance d'un milieu professionnel et pourquoi pas s'orienter vers ce milieu-là. C'est un lieu où finalement, en tout cas les musées et le Louvre-Lens en particulier, on développe aussi beaucoup l'aspect bien-être et muséothérapie, qui est quelque chose qui se développe, alors il n'y a pas que nous, mais qui se développe vraiment de plus en plus. Donc oui, forcément, les équipes changent et en tout cas, on est beaucoup plus ouvert. Avant, peut-être on aurait pu penser qu'il suffisait de faire histoire de l'art et c'était parti. Là, aujourd'hui, c'est vrai que si on a un diplôme de prof de yoga ou prof de qigong ou sophrologue, si on a des connaissances ou voire une formation diplômante en art-thérapie, eh bien, c'est totalement le bienvenu. Donc ça, c'est évident qu'il y a des choses qui évoluent parce que justement, les musées sont des lieux où on y fait plus de choses qu'avant, je pense, vraiment. Beaucoup plus de disciplines différentes, un collectif beaucoup plus varié. Une dernière question avant de prendre les questions du public. On a présenté des projets qui, grâce à une utilisation vertueuse de la technologie, font bouger les lignes vers une société plus solidaire, recréer du lien social, favoriser l'inclusion, l'accessibilité, jusqu'à offrir des logements aux plus démunis. C'est dire le champ des possibles quand l'humain est la clé de la transformation. Donc je voulais vous demander, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, retenir de l'utilisation de l'innovation numérique pour un tourisme plus éthique ? Quels seraient vos conseils, par exemple ? Je dirais que la technologie, elle doit être au service de la mission. Donc il s'agit de bien définir déjà sa mission, ses objectifs, et la tech, elle doit venir pour accompagner, parce que sinon ça n'a pas forcément le sens escompté et l'objectif n'est pas atteint. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment définir tout ça et ensuite dire comment est-ce qu'on peut faire pour rapprocher ces publics propriétaires, voyageurs et impact associatif. Et donc c'est comme ça qu'on l'a construit, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des points de vigilance d'ailleurs dans l'utilisation de cette technologie pour savoir quels sont les bons choix à faire, vers qui se rapprocher ? Il ne faut pas aller à tout va et faire de l'innovation technologique parce que ce n'est pas forcément lié à un progrès, quoi. Il faut savoir ce que les gens attendent et ce qui est pertinent, quoi. Donc il faut tester de temps en temps, mais pas forcément, ce n'est pas la solution miracle à tous les questionnements, quoi. Et Lorraine, pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir comme bonne pratique, comme point de vigilance pour utiliser l'innovation numérique dans le tourisme éthique ? Je pense de toute façon, on est obligé d'en passer par là. Il y a vraiment cette nécessité, évidemment, d'avoir un site internet très fourni avec beaucoup de ressources, avec beaucoup d'informations, puisqu'on se rend compte aujourd'hui, en tout cas nous, c'est ce qui ressort des enquêtes qu'on a menées, c'est que c'est vraiment le
le point de passage, c'est vraiment l'interface numéro 1 entre justement nos publics et la visibilité du musée. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est quelque chose qui doit être utilisé avec parcimonie. Après, voilà, ça reste vraiment un outil qui est très intéressant. On l'a vu avec le confinement. Nous, on a tout de suite essayé de proposer énormément d'activités grâce au site internet pour que justement les personnes puissent faire des visites guidées, puissent découvrir, lire des articles, faire des activités à distance parce que voilà, le musée étant fermé, on n'avait pas d'autre choix. Mais évidemment, avec parcimonie, de pas être dans la surenchère de dispositifs, puisque ça, voilà, c'est pas forcément une façon plus pertinente d'accéder à la connaissance et à la culture. Voilà, c'est ça, toujours se dire de quoi les personnes ont-elles besoin, cet accès du coup à un public large qui ne peut pas se déplacer, voilà, par exemple. Pour des personnes éloignées, c'est tout à fait pertinent, mais on se rend bien compte que les personnes qui peuvent venir, alors nous, on est aussi un musée qui se déplace beaucoup, qui vient vraiment qui vient à l'extérieur, qui sort de ses murs, et ce qu'on aperçoit vraiment, c'est que ce qu'on remarque vraiment, c'est que la médiation humaine est très, très appréciée et aussi très, très importante pour justement la transmission, l'accompagnement et l'inclusion. Donc vous allez présenter des œuvres dans d'autres endroits. Oui, tout à fait. Voilà, on ne sort pas encore les œuvres, mais ça pourra peut-être arriver. Et on se déplace, que ce soit dans des centres commerciaux, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des établissements, pas uniquement pour faire des visites guidées, aussi pour faire des ateliers, pour parler du musée, pour être vraiment sur une façon d'aller vers aussi... en utilisant autre chose, pas forcément la nouvelle technologie. Voilà. D'accord, donc les visiteurs viennent, mais aussi vous, en tant que professionnel du tourisme, vraiment cette incitation à aller à la rencontre également des publics. Alors on va tout de suite découvrir, Lorraine et Robin, les questions que vous ont envoyées. Nos participants, ils peuvent envoyer des questions sur le chat et on a une première question pour Robin. Comment est opéré le choix des associations bénéficiaires ? Alors là, on travaille avec un partenaire associatif qui couvre pas mal de sensibilités associatives. En fait, pour nous, c'était essentiel que le propriétaire, et le voyageur aussi par la même occasion, puissent choisir vraiment la thématique en fait, qu'ils voulaient soutenir. Donc ça va couvrir autour du logement, les causes principales sera les victimes de violences conjugales, le sans-abrisme, les réfugiés politiques, l'enfance, le handicap à la maison, etc. Donc c'est vraiment le propriétaire qui va choisir à la fois la cause et à la fois le territoire dans lequel il veut qu'il y ait de l'impact. Donc on est avec un partenaire, groupe SOS, qui couvre beaucoup de sensibilités asso, quoi. D'accord, donc le choix des associations bénéficiaires, en tout cas, au départ, vous avez effectué un choix avec... Voilà, et il sera proposé parmi tous ces choix-là, et puis le propriétaire choisira en fonction de ses affinités. D'accord, très bien. Alors, on a une prochaine question. Une question qui va s'adresser à... Alors, elle va apparaître dans un instant. Toujours pour Robin, avec Walter. Au travers de cette démarche de location, souhaitez-vous aller plus loin dans l'action ? Par exemple, mettre en place un partenariat avec des restaurateurs ? Alors, la vision vraiment très long terme de Walter, c'est de faire en sorte de valoriser les usages. En fait, la propriété possédée à tout prix pour gaspiller, ça m'aide souvent au gaspillage. Donc, la vision long terme, c'est en fait, on pourrait s'attaquer à tous les domaines d'activité. Donc, on ne va pas du tout se limiter, bien au contraire. Donc, c'est certainement une très bonne idée, une très bonne piste à creuser. Oui. D'accord, donc effectivement, pouvoir créer un écosystème aussi avec les autres acteurs du tourisme locaux. Tout à fait, oui. Alors, une question pour Lorraine maintenant. Vous avez développé une exposition avec les jeunes. Est-ce que le digital est un prérequis pour travailler avec eux ? Eh bien non, pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non. Alors après, c'était le thème de l'intime qui a été choisi, qu'on avait décidé pour ne pas partir d'une page blanche, pour ne pas rendre les choses trop complexes. Et finalement, on s'est rendu compte très vite que l'intime, c'était leur téléphone portable, ce n'était pas leur chambre ou leur bureau ou que sais-je. Et donc évidemment, dans l'exposition, il y a la possibilité de consulter le compte Instagram de l'exposition, permettant ainsi de voir ce que les commissaires avaient envie de publier, en passant par des photos, en passant par des contenus variés.
ça nous semblait évident d'avoir ce type de dispositif multimédia dans l'exposition, mais ce n'était pas du tout un prérequis. Ils ne sont pas tous complètement... En tout cas, eux, ils ne se disaient pas, moi, si je participe à une exposition, je ne veux pas que ce soit sur les formats musée classique. Je veux c'était pas, voilà, ils s'intégraient tout à fait dans une autre démarche, même s'il n'y avait pas d'innovation technologique sur le format de l'exposition. Non, après, nous, dans l'équipe, on a des chargés de projet qui sont vraiment spécialisés sur la médiation numérique. Donc, de toute façon, on était aussi outillés en interne pour répondre vraiment à toutes leurs demandes, hein, vraiment comme n'importe quel commissaire d'exposition qui peut avoir envie que tel film soit projeté, que telle œuvre soit exposée. Eh bien, on a vraiment joué le même jeu avec ces commissaires, avec ces jeunes commissaires. Alors, un petit peu avant, dans l'après-midi, on parlait de la technologie au service du recrutement aussi dans le tourisme. Et est-ce que vous qui menez des projets très différents, mais qui êtes amenés aussi à bien sûr compléter les équipes, et il y aura un développement pour Walter, justement la place de cette technologie, est-ce que les jeunes aujourd'hui, certes, il y a un besoin de retourner à l'essentiel, retourner aux sources, travailler dans des entreprises qui ont du sens, mais malgré tout, en fait, cet apport de la technologie, est-ce que si on s'en défaisait totalement, est-ce que ces jeunes-là seraient prêts à intégrer une entreprise qui ne montre pas de modernité par rapport à ses outils? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait demander aux jeunes. Mais vous êtes jeunes, nous sommes tous jeunes, non? C'est quoi? Je pense que s'il y a besoin de travailler de cette façon-là, je pense qu'ils sont capables de s'adapter. Mais après, oui, je crois qu'aujourd'hui, même chez les moins jeunes, il y a cet usage des nouvelles technologies qui est devenu vraiment presque une seconde nature. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. Vous disiez tout à l'heure, vous avez travaillé sur l'intime, et finalement, l'intime, ce n'était pas ce qui se passait dans leur chambre, etc. C'était leur téléphone portable. Exactement. Mais c'est le cas aussi pour les plus âgés, finalement. C'est vrai. Oui, je pense que c'est incontournable. Après, il ne faut pas se focaliser que sur ça. Surtout dans le tourisme, c'est tellement aussi concret, mais c'est incontournable, oui. Merci beaucoup en tout cas à tous vous. les deux. Merci à Lorraine Villain et à Robin Kerkhoff d'avoir clôturé cette série de tables rondes avec ce sujet essentiel de la tech au service de l'humain qui doit être au cœur de toute innovation technologique.